Chers amis, nous vous offrons cet été une nouvelle vidéo sur un sujet particulier, la condition d'initié au XXIe siècle. Voici que nous sommes réunis, la troisième rose, Assem et moi-même, Michel, pour vous expliquer ce que c'est qu'un initié avec un I majuscule. Pour commencer, les deux initiés vont se présenter en quelques mots. La troisième rose. Bonjour Michel. Eh bien oui, donc mon nom d'initié est la troisième rose. C'est le nom que j'ai reçu à 13 ans. Donc je porte aujourd'hui dans toutes mes actions d'initié. Je tiens à vous remercier Michel d'être venu nous rejoindre. Et je remercie aussi Assem de s'être joint à cette conférence. J'ai tenu à ce que Assem nous rejoigne parce qu'il va apporter un regard, un message légèrement différent de celui que je vais apporter et qui va enrichir notre échange, nos questions-réponses. Et donc c'est une vraie chance d'avoir Assem à nos côtés aujourd'hui. Je précise une chose, c'est un entretien qui va être assez long. C'est un entretien que nous avons préparé à l'avance, rédigé à l'avance. Donc oui, nous avons des notes. C'est parce que nous souhaitons que cet entretien soit le plus complet possible et qu'à la fin de la vidéo, on n'ait rien oublié. Merci. Assem. Bonjour à tous. Donc, je vais me faire appeler Assem durant cette interview, juste pour pouvoir conserver l'anonymat de manière plus simple. Alors, je vous remercie déjà de m'avoir accueilli, de me faire participer à cette interview, à cet échange, finalement que je pense intéressant, enrichissant et assez différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, pour me présenter rapidement, je suis quelqu'un qui s'intéresse et pratique, on va dire, une mystique et une ésotérique et toute une démarche traditionnelle depuis assez longtemps. J'ai une ouverture sur beaucoup de traditions dans différents pays, différents systèmes, et j'ai à cœur d'apprendre, de comprendre les différents mécanismes de pensée, les différents mécanismes de traditions mystiques et spirituelles, comment elles sont apprises, transmises, appliquées et vérifiées. J'essaie de me les approprier à ma moindre mesure et de les conserver pour qu'elles puissent perdurer dans le temps, parce que malheureusement, elles sont en train de disparaître progressivement. Merci. Donc, première question, vous vous définissez donc comme initié avec un I majuscule. Quel sens ce terme a-t-il pour vous, Assem? Alors, selon moi, un initié est une personne qui a suffisamment de connaissances et d'expérience sur lui, qui il est, sa relation au monde et le monde pour débuter le chemin d'une tradition, d'un chemin balisé initiatique. Un initié, selon moi, est plutôt un débutant. C'est celui qui commence réellement le chemin, car il sait où il est, d'où il part et vers où il se dirige. Dit comme ça, on a l'impression qu'un initié est juste un débutant, mais en fait, tout le travail, la démarche personnelle qui est nécessaire pour arriver à cette connaissance de soi-même, de son rapport au monde et de la direction dans laquelle on doit se diriger, est beaucoup plus longue et complexe qu'il n'y paraît. C'est simple dans la description, beaucoup plus difficile et complexe à mettre en pratique, et peu ont l'honnêteté, la franchise, même envers eux-mêmes, de se reconnaître tels qu'ils sont et de s'accepter tels qu'ils sont. Or, sans cela, on ne peut pas vraiment débuter un chemin, et donc on ne peut pas vraiment se considérer comme initié. La troisième rose. Je partage entièrement ce que vient de dire Assem. J'y ajouterai quelques notions qui me sont personnelles. Un initié avec un grand I est passé par de nombreuses épreuves. C'est ce qu'a dit Assem. Physique, morale, initiatique, de réelles épreuves qui ont jalonné et validé son parcours, son engagement, avec un apprentissage et un désapprentissage, parce qu'il faut apprendre à vider sa coupe avant que d'être prêt à l'emplir à nouveau. Ce faisant, l'initié est une savante alchimie mêlant harmonieusement les vertus qu'il caractérise. Tous les initiés ne sont pas faits au moule. Assem est très différent de moi et voilà, on a chacun nos caractéristiques humaines. Cependant, pour moi, il doit avoir la légèreté d'une plume et la détermination implacable d'un sabre de samouraï. Il saura s'émouvoir d'un parfum de rose et affronter sans plier les actes les plus abjects
que l'humanité est capable de produire. Il saura s'ouvrir au monde, parcourir l'univers une nuit, et réparer une chasse d'eau défectueuse le lendemain, sans sourciller, ou changer une bouteille de gaz qui est épuisée. Vivre en pleine conscience de la nature humaine. Aimer, trouver l'amour au-delà de ses limites, être tourné vers l'autre et être capable de s'oublier à sa charge. Ça, c'est un initié. La charge de l'initié, puisqu'on va immanquablement aborder ce sujet, demande une connaissance élargie et profonde des rouages du monde et de la réalité. Ces connaissances sont secrètes, car il serait criminel et irresponsable de les confier au premier venu. On ne laisse pas un enfant de 5 ans jouer avec une boîte d'allumettes. Voilà pour le sens que je donne au mot « initié » avec un grand « i ». Nous verrons plus tard certainement que si on peut retrouver un vague écho avec l'initié, d'un mouvement à tendance spirituelle ordinaire, nous sommes tout de même très très loin de partager la même réalité. Bien. Cette charge dont vous parlez vous donne aussi accès à certains pouvoirs, certaines prérogatives. Pouvez-vous nous en parler, Assem ? Alors personnellement, je ne considère pas qu'il y a forcément une charge à proprement parler. Je suis quelqu'un qui est plutôt dans une dynamique, une observation, une adaptation sur la voie de manière constante, une remise en question constante. Ce qui fait qu'à un instant T, qui peut durer plus qu'un instant, il y aura des faisceaux d'informations, des faisceaux de transmission, des échos de l'univers qui vont faire que, en effet, à ce moment-là, ce qui peut ressembler à une charge m'apparaît et ne m'est pas imposé puisqu'il faut absolument l'accepter et le vivre. Ça fait partie intrinsèque de nous-mêmes. Mais actuellement, ça va être justement cette réception dont je parlais précédemment, cette conservation, cette mise en pratique et cette transmission des différentes traditions qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà disparu et que j'essaye de faire revivre à travers l'histoire et à travers le monde. C'est surtout tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de manque de personnes aptes ou capables ou se sentant aptes et capables de prendre cette charge de transmission, de la faire perdurer, puisque très souvent elle demande des sacrifices, beaucoup de travail, de rigueur, et que ça se met en porte-à-faux avec notre vie moderne. Donc ça ne me donne pas intrinsèquement des prérogatives ou des pouvoirs, ça implique plutôt de ma part un travail constant, une remise en question constante, mais cette remise en question constante me permet aussi de conserver une continuité dans ma manière de faire et ma manière de mettre en pratique. À partir de là, à chaque tradition qui me sera transmise, il y aura une vérification qui sera faite de l'efficacité de cette tradition, ce qui implique forcément l'obtention de certains pouvoirs, qui peuvent être de plus ou moins grande importance, de plus ou moins grande capacité, mais elles ont une nécessité vis-à-vis de la vérification de l'efficacité de la tradition. Ensuite, il y a la manière dont on va l'employer, qui est à double tranchant. On pourrait considérer qu'il y a une liberté à les utiliser comme on veut. Sauf que la liberté implique aussi une responsabilité qui va avoir des répercussions sur notre vie ou la vie de l'environnement, mais aussi vis-à-vis de la tradition qu'on doit censé faire vivre et perdurer. Et il pourra tout à fait y avoir une mauvaise utilisation d'un pouvoir qui implique tout simplement sa disparition. La troisième rose. Pour moi, qui dit charge dit droit et devoir. Personnellement, je considère avoir beaucoup plus de devoirs que de droits. Mon premier devoir étant justement d'utiliser cette charge pour le bénéfice de l'humanité à travers le prisme de l'équilibre. Nous avons des règles à observer, le libre arbitre des humains est la première, la plus essentielle. Ne pas nuire ou choisir la voie du moindre des maux lorsque nous n'avons pas le choix. Parfois, ça peut aussi être des invitations à vous réveiller, à prendre conscience d'un état ou d'une situation. J'ai reçu ma charge il y a une quinzaine d'années, mais elle ne fut que la confirmation d'un faisceau d'informations que j'avais perçu par mon expérience humaine au préalable. J'ai été étonné de recevoir une charge, mais passé cet étonnement, le contenu de la charge m'est apparu comme étant une évidence. Quelle est cette charge en quelques mots ? Ma présence sur un sujet donné révèle les éventuelles choses cachées, les mensonges, les malentendus. Elle met en lumière les situations enténébrées.
Cette charge, elle ne fait pas le ménage à votre place, mais elle vous montre l'état dans lequel l'humanité, la société et notre planète se trouvent. Et je peux vous assurer, Michel, que cette charge ne chôme pas en ce moment. Si je ne comprends pas pourquoi j'ai été choisi pour porter cette charge, en revanche, je comprends pourquoi il est essentiel qu'elle ait trouvé un porteur aujourd'hui. Il y a d'autres aspects qui sont liés à cette charge, mais je préfère les taire aujourd'hui, non pas qu'ils soient inavouables, mais je ne souhaite pas m'exposer plus que nécessaire aux intelligences mal orientées qui pourraient avoir connaissance de cet entretien qui va être publié sur Internet. Tous les humains ne sont pas disposés du même degré de bienveillance envers ce qui le remet en cause. Lorsque cette charge m'a été confiée, il y a une quinzaine d'années, au moment où elle m'a été confiée, je me suis affaissé physiquement. Elle m'a écrasé. J'ai compris rapidement que la seule solution n'était pas la force, mais la rectification. Ne pas faire obstacle à cette charge, vider sa coupe, lui faire de la place. Ainsi, l'humain que j'étais, avec ses doutes, ses questions, ses atermoiements, a laissé une place de plus en plus grande à cette charge. J'ai dit plus haut que l'initié s'abandonne à sa charge. Il est peut-être plus juste de dire que c'est l'humain qui, s'abandonnant à sa charge, devient l'initié. Un initié qui a fait ses preuves a les outils pour intervenir dans les affaires du monde sous toutes les formes qu'elles puissent prendre, absolument toutes. À toutes les échelles, depuis l'individuel jusqu'au plus vaste. Mais cela s'opérera toujours à travers le prisme et les prérogatives de sa charge. Malgré cela, toutes les interventions ne sont pas toujours couronnées de succès. Il arrive que ça foire. Il y a parfois beaucoup de monde aux intérêts très divergents, présents sur certaines scènes aux enjeux critiques. Et les parties ne sont pas jouées à l'avance. Pour en revenir aux prérogatives, celles auxquelles j'ai accès aujourd'hui sont incomparables par rapport à celles d'il y a 15 ans. Les enjeux sont devenus avec le temps plus cruciaux et le filtre humain s'efface petit à petit pour laisser la charge s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, j'ai pris la pleine conscience que la rectification poussée à ses limites amène une forme de rayonnement, et ce rayonnement s'exonère du questionnement de la dualité et de la causalité. Je pense que c'est une forme supérieure d'intervention. On pourrait se demander pourquoi cette charge, quelque part cette volonté, a besoin de s'exprimer à travers un humain vivant. Après tout, pourquoi ne pourrait-elle pas s'affranchir de cette épaisseur ? Pour exprimer pleinement ses prérogatives, il semblerait que le jeu humain de rebouclage des actions et du niveau de conscience qui rejaillit sur elle-même par effet d'égrégore ne le permettent pas. En quelque sorte, nous sommes humains, vivants, à notre époque, sur cette planète, maintenant. Nous vibrons avec cette planète vibre avec nous, et nous portons la charge en étant le plus en osmose, en symbiose, en harmonie possible avec notre environnement. Et elle a besoin, cette charge, d'avoir un porteur. Toutes les forces supérieures ont besoin de représentants sur Terre. Le corps humain, en tant que véhicule terrestre, agit selon moi comme un relais extrêmement efficace, justement, car en phase avec ce système vibratoire de la Terre. Et comme la nature choisit toujours le chemin le plus facile, le reste est à déduire logiquement, elle passe par là. Nous avons parlé des devoirs, maintenant il y a quelques droits. Les droits que nous avons sont là pour nous permettre d'accomplir ce qui est en accord avec la charge, sans rendre de compte à personne. Nous n'avons de compte à rendre à personne. À titre personnel, nous avons le droit des justes, ni plus ni moins. J'ai oublié de préciser un certain nombre de choses dans cette explication. Tout d'abord, il faut savoir que la majorité des actions se fait à distance. Parce que l'on pourrait appeler un voyage astral, une décorporation, le rayonnement d'un message ou une projection de la conscience. Ce ne sont pas exactement les mêmes phénomènes, mais je ne vais pas les décrire là dans cet entretien. Ensuite, là je pense que c'est quelque chose qui est véritablement très important et que les internautes doivent entendre et comprendre, c'est que lorsque nous intervenons, ça n'est jamais, absolument jamais, un parti pris pour un pays, pour une idéologie, pour un parti politique, une église, une religion, absolument jamais. C'est impossible.
même pour un intérêt personnel, nous ne faisons pas. Ça peut aller jusqu'au sacrifice personnel. Lorsque c'est vraiment important, on peut aller jusqu'à cette extrémité. Nous intervenons toujours pour servir et rétablir ou assurer l'équilibre dans une situation donnée qui, par le déséquilibre occasionné par l'action des protagonistes, devient délétère pour les humains. Comprenez aussi une chose, je ne suis pas en train de dire que tel pays est dans le camp du bien, tel pays est dans le camp du mal, les Russes sont très très méchants, les Américains sont très très gentils. C'est pas du tout ça dont il est question. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin que ça. Une dernière chose qui me semble importante, c'est que comprenez aussi que tous les aspects de vos vies sont sujets à cette partie dont je parle. Les nations, les religions, les ordres religieux, les partis politiques, les sectes de tout poil, tous les humains et par extension tous les groupes humains sont influençables, influencés, influençants. C'est une situation dynamique dans laquelle chaque pensée, chaque acte de tous les humains à titre individuel et collectif viennent en permanence faire varier le fragile équilibre de la vie présente et à venir de la vie sur Terre. Nous sommes tous responsables aux yeux de la collectivité des pensées, de nos pensées et de nos actes, si petits soient-ils. Si bien entendu des événements majeurs viennent marquer des tournants de l'humanité, la Révolution française, Hiroshima, les tours jumelles et j'en passe, ce sont toujours, presque à la base, la somme des consciences humaines qui vient faire pencher le plateau de la balance d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour cette raison que dans notre première vidéo que vous avez lue pour moi, j'ai tant insisté sur l'importance d'une œuvre introspective individuelle, parce que tout commence par là. Sans introspection, vous faites n'importe quoi. Les pensées ne sont pas, entre guillemets, maîtrisées, elles vont dans un sens particulier, et ça participe au déséquilibre. Vous pourrez toujours tourner la question dans tous les sens, vous reviendrez immanquablement au dénominateur commun, l'individu et son niveau de conscience. Voilà Michel. Merci. Alors êtes-vous les seuls à avoir ce statut et ces pouvoirs sur Terre? Sinon, combien y a-t-il d'initiés si cette question a un sens? Il y en a sans doute un peu partout sur Terre. Et justement à ce sujet, est-ce qu'il y a une limite géographique à votre charge? En tout cas au début, quand on a commencé, ça s'étend peut-être après. Chaque initié sur Terre est-il en charge ou en protection donc pour ce maintien de l'équilibre pour un peuple, une nation, un continent, etc. Sam. Alors, personnellement, comme je n'ai pas vraiment la même définition du terme qu'initié que la troisième rose, et comme je vous l'ai décrit, selon moi, toute personne qui a cette démarche d'introspection réelle, franche, honnête et vraiment travaillée, qui a appris à savoir où elle se situe, qu'est-ce qu'elle cherche, et vers quoi elle tend dans une démarche spirituelle, peut être considérée comme un initié. En ayant fait tout ce travail d'introspection, tout ce travail, toutes ces expériences et des difficultés dont parlait la troisième rose, on peut, selon moi, être reconnu comme un initié. Dans ce cadre-là, il peut y en avoir un nombre aussi nombreux, aussi important que le nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Potentiellement, toute personne peut atteindre ce niveau-là. Mais entre le potentiel et la réalité, il y a malheureusement une grosse différence. Donc il faut simplement observer le nombre de personnes qu'on voit autour de nous qui ont déjà cette première démarche de prendre ce temps pour soi, de se regarder tel qu'il est, de faire cette introspection et d'essayer, à partir de cette introspection, d'évoluer et de changer pour le mieux. Et là, il se trouve qu'il y en a beaucoup moins. Dans certaines cultures et certaines traditions, dans d'autres pays du monde, l'influence moderne est un peu moins marquée. Donc il y a encore cette culture, cette tradition de l'importance de la spiritualité, de l'importance de la connaissance de soi et de son rapport à l'autre, qui fait qu'il pourrait y en avoir un peu plus dans ces pays. Mais au fur et à mesure, ça diminue de plus en plus. La contrainte géographique est une notion un peu complexe là aussi, puisque dans mon exemple personnel, je voyage
et je reçois des transmissions d'autres cultures, d'autres peuples. Donc je ne suis pas limité à ma zone géographique personnelle, française ou même européenne. À partir de là, je ne vais pas dire qu'il y a une limite de nombre par endroit, ni même qu'il y a des pré-gardés en fonction des charges ou des pays, puisqu'il y a une sorte de perméabilité entre les cultures. Voilà. La troisième rose. Oui. Alors nous sommes une poignée par continent. Les charges sont différentes pour chacun, au moins par continent. Celle d'Assem, parce que pour moi il a une charge, se rapproche de la mémoire des traditions, et la mienne se rapproche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la dissolution des illusions. C'est pas qu'elle s'en rapproche, c'est la dissolution des illusions. Alors, pour ma part, et selon ma tradition, nous apparaissons dans les périodes propices, et nous disparaissons lorsque notre présence n'est plus nécessaire. Les buts des charges sont d'intervenir pour aider l'humanité à passer certains caps. Certaines situations, lorsque le risque est trop grand, il y a une conscience qui fait descendre des initiés sur Terre. Je pense, et j'espère, que le temps approche où vous pourrez bientôt vous débrouiller seul et sans nous. Parce que vous devez, et c'est d'ailleurs ce qui motive un initié, c'est de rendre autonome la personne qu'il guide, qu'il aide. Jamais de créer un lien de dépendance entre lui et son sujet. Jamais. Donc, même là, je souhaite qu'un jour, rapidement, vous n'ayez plus besoin de nous. Comprenez que nous observons une règle fondamentale qui est celle de la non-ingérence. Votre libre arbitre est absolument essentiel. Nous le respectons tant que vous ne mettez pas l'humanité en péril. Ici, je parle des initiés, serviteurs de l'équilibre. Il y a beaucoup plus de représentants pour l'ordre et pour le chaos, infiniment plus. Parmi ces représentants, on peut considérer qu'il y a des sujets qui sont très puissants et qu'on peut tout à fait classer dans la catégorie des initiés. Ils ont fait un travail important, comme l'a dit Assem, mais ils ont choisi un camp différent. Et je n'ai pas à juger de ce camp, de ce choix. Encore une fois, le libre arbitre. Mais, avec l'expérience, je me suis aperçu que leur vision, leur levier et leur but sont forcément différents. Et le respect de votre libre arbitre, en revanche, n'est envisagé qu'à travers le filtre de la suggestion et de la tentation. Le chaos, c'est la tentation. L'ordre, c'est la suggestion. Voilà, Michel. Bien. Nous avons au moins un aperçu de ce que vous faites, de votre rôle. C'est très bien. Donc on va passer à notre ordre de sujet. À côté de cette vie spirituelle, vous avez, comme tout le monde, une vie civile, une famille, un travail. Gagnez-vous de l'argent ou utilisez-vous ces pouvoirs à des fins personnelles? Assem. Alors personnellement, je ne lie pas cette pratique, cette dimension spirituelle, mystique, ésotérique à de l'argent, pour plusieurs raisons. La première et la plus basique et la plus humaine, c'est vis-à-vis de mon éthique et ma morale, où je considère que l'argent n'a pas à avoir affaire à toute cette dimension mystique et spirituelle. Mais de l'autre côté, aussi pour une raison humaine, mais plus d'observation des mécanismes humains, c'est que j'ai pu observer les dérives que peuvent générer la liaison entre l'argent et la spiritualité. Au tout départ, très souvent, on va commencer à s'intéresser à ces sujets, on va creuser, on va commencer à lire, à étudier, à pratiquer, à vérifier. On va s'y investir et, avec de la chance, on va commencer à avoir des résultats. Ces résultats, on va les partager à moindre mesure avec nos connaissances, avec des personnes qui seront un peu ouvertes, qui elles aussi vont commencer à s'y intéresser et demander de l'aide ou demander des enseignements. Cela peut prendre des proportions de plus en plus importantes, surtout si on a travaillé sérieusement et où finalement on a quelque chose à transmettre et à proposer. Mais jusque-là, finalement, c'est juste un don, un échange, un partage. Au fur et à mesure, les demandes peuvent se faire plus pressantes. Et ces demandes pressantes vont prendre de plus en plus de temps sur la vie personnelle, la vie professionnelle de la personne qui progresse. Ce temps, au bout d'un moment, peut être considéré comme une perte d'argent potentielle.
et se dire j'aimerais continuer à aider. Je vois que je sers à quelque chose. J'ai l'impression que les gens en retirent quelque chose. Donc je veux pouvoir continuer à les aider, sauf que ça a un impact sur ma vie personnelle, puisque au bout d'un moment, ça rogne aussi sur potentiellement ma vie professionnelle. Donc un choix est à faire. Est-ce que finalement je ne vais pas me faire rétribuer, peut-être à petite quantité, vis-à-vis de ce que je propose, de l'aide que je fournis dans un enseignement que je donne? Ça commence comme ça. Et au départ, c'est plutôt équilibré. Sauf qu'au fur et à mesure, ça peut prendre de la proportion encore plus importante, encore plus grande. Et on se retrouve plus dans cette démarche d'enseignement, de pratique spirituelle, de guérison, que dans notre travail profane classique. Et on se dit, pourquoi pas finalement en faire mon métier? Je vais simplement en vivre, mais pas exploiter les gens. Je veux juste pouvoir avoir ce qu'il me faut pour vivre et continuer de pouvoir transmettre ce que je considère être bon et ce que je considère comme important à apporter et à partager. Ça peut tout à fait continuer de manière saine jusque-là, sauf qu'au bout d'un moment, il y a le mécanisme de l'offre et de la demande, des effets de mode qui se met en place. Au départ, on transmet quelque chose qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'on l'a vraiment étudié, on l'a vraiment pratiqué, on l'a vécu, on l'a expérimenté. Et c'est en cela qu'on est intéressant pour les autres, puisqu'on a une vraie plus-value, une vraie connaissance, une vraie expérience. Mais ça va intéresser un temps, ça va intéresser un certain nombre de personnes, et ça va être suffisant pour en vivre, mais au bout d'un moment, ça passera de mode. Ou les personnes qui pouvaient en être intéressées seront passées à autre chose, ou l'auront déjà fait. Et on se retrouve avec une perte de clientèle. Là, ce ne sont plus simplement des amis ou des personnes que l'on aime, ce sont des clients. Il faut donc se renouveler. Ce renouvellement va devoir se faire sur des connaissances qu'on a peut-être moins eu le temps de travailler, moins expérimentées. Et ce mécanisme de boule de neige se met en place, où finalement on commence à fournir des choses qui sont moins avérées, moins vérifiées, de moins bonne qualité, mais on va continuer parce qu'on a besoin d'en vivre. Et on rentre dans un autre phénomène, un autre schéma, qui nous éloigne complètement de la voie, de la mystique ou de la spiritualité, et finalement fait de ce qui était une démarche saine un gagne-pain. Et dans ce cadre-là, étant humain, même si j'ai l'impression de me maîtriser suffisamment pour me dire je ne tomberai pas dans ce travers, je ne préfère pas tenter l'expérience et donc limiter complètement à simplement des partages et des échanges gratuits. Cela pourrait donc être un engrenage dans beaucoup de cas et pas forcément la malfaisance de la personne. En gros, elle tombe dans quelque chose qui l'amène à une rétribution que c'était peut-être pas sa pensée de départ, contrairement à d'autres. Oui, là je parlais vraiment des personnes qui avaient une démarche saine au départ et que je comprends tout à fait. En effet, il y a les charlatans qui visent simplement à faire bénéfice, mais là c'est dès l'origine. Là je parle vraiment des personnes qui ont cette envie, ce besoin de partager quelque chose d'incroyable qu'ils ont découvert et qui finalement, de fil en aiguille, se font rattraper par le monde moderne qu'ils essayaient d'une certaine manière, pas de quitter, mais de voir différemment, et qui a un impact encore plus négatif, puisque ce qui leur permettait de pouvoir progresser et se sortir de cet enchaînement profane, ils l'ont aliéné à toute la démarche commerciale et monétaire. Oui, oui. Bien. La troisième rose. C'est strictement pareil. Je ne tire pas un sou, pas un centime de cette activité. Absolument rien. Et c'est très bien comme ça. Il faut savoir que dans mon cheminement, dans ma tradition, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de livre. Ceux qui, dans leurs commentaires, ont évoqué l'idée d'une secte se trompent lourdement. Même si quelqu'un venait me voir en me proposant 1 milliard, en me demandant en échange de l'amener au niveau d'initié, je ne pourrais pas. Tout simplement, je ne pourrais pas. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Comprenez que lorsque je reçois un pouvoir, comme vous dites, je sais simplement qu'il va être à mettre au service de l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Mais je ne reçois jamais un pouvoir en me disant « c'est une récompense parce que j'ai été particulièrement bien ou que je vais pouvoir gagner des sous avec ». Ça, c'est absolument impossible. Ça n'est pas dans mon schéma. C'est en dehors, complètement. D'ailleurs, à ce titre, c'est que plus le pouvoir est grand, plus je me sens tout petit face à la charge qui m'est demandée.
il m'est déjà arrivé que ça occasionne chez moi une remise en question, parfois entière, de ma vision du monde, mais je prends ça comme une opportunité de grandir, d'être plus large, d'approfondir mes connaissances, ma vision, de l'éveil tout simplement. Une chose aussi, c'est que on peut se dire ah mais alors il a plein de pouvoirs, il fait plein de trucs pour lui. C'est faux. Je n'utilise mais que très 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 rarement les pouvoirs qui sont à ma disposition. Et encore, ce sont entre guillemets les plus insignifiants, parce que les plus puissants ne correspondent absolument pas à l'usage d'un individu. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Donc non. La seule et unique occasion où mon état d'initié a joué un rôle personnel, c'est la fois où un de mes fils a été victime d'un accident grave. Il allait nous quitter, et je suis allé dans le monde d'à côté pour le retenir quelque temps, simplement le temps que l'équipe médicale lui fournisse les premiers soins et tente de le sauver. À cette époque, j'étais encore en contact avec mon maître, et son aide a été absolument décisive dans le destin de mon fils. Mais je me souviens très bien, à un moment donné, il m'a recontacté et il m'a dit « Je ne peux pas aller plus loin sans risquer de rompre l'équilibre ». J'ai tout de suite compris de quoi il parlait, et il m'a dit « Mais je pourrais comprendre que toi tu franchisses cette limite ». J'ai donc j'étais face à moi-même, face à la volonté de sauver mon fils à tout prix, mais justement pas à tout prix. Parce que à tout prix, c'est beaucoup trop cher. Donc je suis resté, moi aussi, sur la frontière de l'équilibre. J'ai apporté toute mon aide jusqu'à la frontière de l'équilibre en disant, si c'est pas suffisant, je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas me permettre d'aller au-delà de cette limite. Aujourd'hui, mon fils est vivant, il vit une vie normale, il va bien, mais il n'y a pas eu un prix au-delà de l'équilibre à payer. Il y a une chose qui est importante, c'est que, en tant qu'initiés, nous sommes des serviteurs. Entendez bien, des serviteurs. On n'est pas des gourous ou des gens à qui tout est dû. C'est exactement l'inverse. Nous ne sommes pas là pour faire commerce ou pour tirer profit des pouvoirs à titre personnel. D'ailleurs, je suis absolument certain que si l'idée me passait par la tête d'aller dans cette direction-là, tout me serait retiré en quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Et c'est très très bien. Il y a certaines personnes qui considèrent que la voix a besoin de gardiens. Pour ma part, au moins sur ce sujet-là, je considère que la voix se garde très très bien toute seule. Il y a une chose qui est intéressante dans le mot équilibre, si vous l'écoutez. Il y a équi et il y a libre. Equi, libre. Et je trouve que cette dimension qui pourrait paraître très serrée, très étriquée, parce que on est à un point de pivot, donc c'est notre liberté, en quelque sorte, semble se jouer sur une distance très courte. Mais en fin de compte, cette liberté, elle est plus grande que toutes celles que j'ai pu observer à côté. Vous comprenez, Michel ? Bien. Donc en parlant de ces pouvoirs, c'est ce que l'opinion publique retient très souvent de ceux qu'on appelle initiés. Ils ont des pouvoirs extraordinaires, ils font la pluie de beau temps, au sens propre quand ils veulent. Donc d'après ce qui a été entendu, il y a des pouvoirs plus ou moins importants, selon les problèmes à traiter. Certains que vous qualifiez d'insignifiants, entre guillemets, sont peut-être adaptés à des tout petites situations individuelles, par exemple, et cela laisse quand même sous-entendre qu'il y en a des beaucoup plus grands, des beaucoup plus importants pour des événements considérables sur la planète. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de où ça peut aller, un très important pouvoir ?
Alors, pour ce qui est des pouvoirs que je considère comme étant insignifiants, ça va être pour moi le voyage astral, la projection de conscience, ou la capacité à faire varier son taux vibratoire, pour explorer tout simplement les mondes d'à côté. Pour moi, c'est un prérequis. Si vous n'avez pas ça, le reste va être très compliqué, voire impossible. Ensuite, d'autres pouvoirs ou capacités sont considérés, ou je les considère comme plus puissants, parce que ils vont avoir un effet plus vaste ou orienté de telle manière qu'ils vont avoir des répercussions dans notre réalité, des répercussions directes dans notre réalité. Ça peut aller effectivement assez loin dans les effets. D'ailleurs, c'est leur but, parce qu'on n'est pas là pour changer le goût des fraises, hein. Mais la limite est votre libre arbitre et, pour nous, le respect de l'équilibre. Je ne vais pas donner trop d'exemples parce que je ne souhaite pas en fait que on puisse avoir une lecture particulière de certains événements. Mais vous parlez, Michel, de pouvoirs puissants. Imaginez que un jour, il y a un très gros bateau qui a rencontré un très gros glaçon et que ça a été une suite de toutes petites interventions, de tout petits hasards, de rien du tout. Il n'y a pas une main géante qui a placé l'iceberg juste devant le Titanic à un endroit où c'était trop tard pour l'éviter. C'est pas ça. Par exemple, là, quel que soit le camp qui a agi pour que ça se produise, c'est une suite simplement de petits cailloux qu'on a mis au bon endroit, au bon moment. Et ça compte. Ça ne demande que très peu d'énergie. D'accord ? Bien. Voilà. Bien, bien. On va revenir donc à cette conciliation qui peut s'avérer pas toujours très probante, en tout cas pas très compréhensible pour l'opinion publique. C'est comment on concilie au jour le jour les deux vies, la vie spirituelle et toutes les charges là qu'il y a à faire, et la vie professionnelle et son assumage du quotidien. Assem. Alors je pense que concilier ces deux vies, c'est un peu comme pour tout, il y a un équilibre à trouver. Un temps doit toujours être réservé justement à ces pratiques, à cette voie, à cette démarche. Donc il y aura toujours un temps qui devra y être dédié, malgré les aléas de la vie, malgré les contraintes, malgré la fatigue, malgré les maladies, il y a toujours un incompressible qui est nécessaire, qui peut ensuite être enrichi avec les besoins liés à l'étude, à la pratique, à l'expérimentation, au voyage parfois, aux rencontres, qui vont là aussi demander du temps. Et ça peut se retrouver chez des personnes qui sont passionnées par un autre domaine, que ce soit la peinture, la musique, etc. C'est aussi quelque chose qui prend du temps dans la vie, qui fait partie de la vie de la personne et qui donc va nécessiter un temps incompressible pour pouvoir continuer, pour pouvoir évoluer, progresser dans ce domaine artistique, dans ce domaine scientifique, quel qu'il soit finalement. Donc c'est un choix d'équilibre qui est nécessaire. Après, par contre, cette passion, entre guillemets, a des impacts beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants sur soi-même, mais aussi sur son rapport aux autres. Donc des choses seront plus difficilement tolérables ou beaucoup plus difficilement acceptables, ou des échanges seront plus compliqués. Donc il faudra réussir à l'équilibrer. De même, il ne faudra ni forcer, comme le disait la troisième rose, il y a une notion de liberté qui est très importante. On ne peut pas forcer les autres et notre environnement à accepter notre chemin de vie, accepter notre vision des choses et accepter notre charge. D'ailleurs, ce n'est pas notre travail. Nous, on le fait de manière anonyme, ce n'est pas pour rien. Donc tout l'environnement dans lequel on va être, d'ailleurs même le professionnel, où très souvent c'est là où il pourrait y avoir le plus de friction et de différence, eh bien on ne va pas le mettre en avant. On va avoir une vie, entre guillemets, comme monsieur tout le monde, dans ce cadre-là. Rentrer chez soi, eh bien il y aura à nouveau cette démarche visible de la pratique et de la mystique et de l'ésotérisme, mais de toute façon, comme c'est fait partie de notre vie, tout le temps, de manière constante, arriver à un certain niveau, de toute façon, on ne peut pas le faire tout de suite, ce sera quelque chose qui sera toujours présent, en fond sonore, en continu. Il y aura toujours cette dimension qui sera présente en nous. Donc dans ce cadre-là, on concilie nos deux vies puisqu'elles ne font qu'une,
Dans l'autre, c'est la visibilité qui va y en avoir, qui changera en fonction de l'environnement dans lequel on sera et des interactions des personnes avec qui on sera. Si. La troisième rose sur ce Ouais, sujet. c'est très intéressant ce que dit Assem, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour ma part, comment conciliez-vous ces deux vies ? Ça n'a pas toujours été simple, surtout au début. Il faut savoir que quand ça vous tombe dessus, toute l'idée que vous vous êtes fait de la vie ordinaire explose en morceaux. Et ça, c'est instantané. Ça explose en morceaux. La remise en question, elle est totale. Quelque part, vous devenez fou. Fou dans le sens où vous échappez au sens commun. Mais il faut rester droit, garder les pieds sur terre, composer petit à petit votre vie ordinaire avec votre vie au-delà de l'ordinaire. Mais cette transition, elle est violente, oui, oui, clairement. En revanche, aujourd'hui, la frontière est de plus en plus ténue. Mon état de conscience est en permanence en éveil. Donc, à l'extérieur, dans la vie ordinaire, je suis comme tout un chacun, mais mon écoute et ma perception du monde, elle, est très différente. Et c'est tout le temps. C'est un coup à prendre, et puis je considère que c'est très bien comme ça, parce que à l'extérieur, on ne dérange pas les gens. On n'est pas là pour déranger les gens dans la croyance qu'ils ont du monde, de leur vie. On n'est pas là pour les bousculer, on n'est pas là pour les déranger. C'est vraiment pas notre rôle. Surtout que je pense que si on les dérangeait, ils nous repousseraient parce que, à un moment donné, cette masse critique nous remettrait violemment, je pense. On finirait entre quatre planches. Voilà, ça c'est pour finir. Juste une chose, c'est qu'il y a certains sujets de la vie ordinaire des humains qui ne m'intéressent plus du tout. Mais alors, rien du tout. Et là, en revanche, je ne fais plus aucun effort pour le cacher. Voilà. Alors, donc là, on a vu les aspects matériels, par exemple, concilier vie spirituelle et vie professionnelle. Quelque chose dans le même ordre d'idée, comment on concilie donc la vie spirituelle, mais là avec des personnes, c'est-à-dire avec la vie de famille, la vie de couple, une vie amicale, etc. Bon, par exemple, est-ce que tous les proches d'initiés comme vous sont au courant de ce que vous faites ? S'ils le sont, comment ils vivent la chose, comment ils concilient, eux, leur propre vie avec tous vos charges. Hein. Et en cas de conflit, en cas que quelqu'un ne comprendrait pas ou serait tellement atterré par ce genre de choses, quelle réaction un initié a ? Assem ? Comme je disais, finalement, cette démarche se rapproche assez fortement d'une passion. Et comme une passion dévorante peut prendre une ampleur assez importante dans la vie d'une personne, eh bien, ça finit par se voir d'une manière ou d'une autre. Donc après, il y a la difficulté de savoir avec qui on va partager cette vie et comment on le partage. Avec la famille, bien, ça dépendra là aussi. Est-ce qu'on vit avec cette famille ? Est-ce qu'on est encore avec nos parents ? Est-ce qu'on est avec nos proches ? Il y a des choses qu'on pourra cacher, d'autres moins. Avec une vie de couple, c'est plus compliqué de cacher certaines choses. Surtout qu'en plus, normalement, la personne avec qui l'on est, elle nous aime telle qu'on est, avec tout ce qu'on est, de même que nous l'aimons telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle a. Donc, à un moment ou à un autre, il y a un certain dévoilement qui doit être fait et qui est visible si on passe énormément de temps à étudier, à pratiquer ou à faire certaines choses. Après, libre à nous de savoir quelle jauge on va mettre. En effet, ça peut être perturbant pour la personne qui n'a pas cette culture, qui n'a pas cette démarche, qui ne va pas comprendre ou que ça n'intéresse pas non plus. Donc il faut un minimum d'explication, de vulgarisation parfois, d'accord, pour qu'il puisse y avoir un équilibre dans la vie de couple. De même pour les cercles amicaux, certains amis vont être intéressés par le sujet et auquel cas on pourra partager certaines choses avec eux, mais pas tout, parce que tout n'est pas compréhensible, tout n'est pas accessible, que ce soit parce qu'on ne peut pas transmettre une expérience personnelle, mais parfois parce que ce sont des concepts ardus que nous-mêmes, nous avons mis des années à analyser pour essayer de comprendre, et que même nous ne savons pas comment le rendre accessible pour quelqu'un qui n'a pas ce travail derrière lui. Donc il y aura des échanges qui pourraient exister avec des amis qui auraient ces centres d'intérêt un petit peu communs, mais pas tout.
Et il y aura ensuite les amis qui seront sur d'autres sujets et auquel cas il n'y a aucune raison de partager avec eux. La vie professionnelle, on a pu en parler, il y a peu de chances qu'il y ait un intérêt à en parler avec eux. Ça peut générer plus de problématiques qu'autre chose, donc aucun intérêt. Et enfin, la dernière partie que je découvre progressivement, mais qui je pense est aussi importante, ça va être la paternité ou la maternité. L'enfant qu'on va avoir va vivre de manière involontaire, ce qu'il ne l'aura pas recherché, un environnement dans lequel cette partie va prendre une certaine place, en tout cas chez au moins un des deux parents. Là non plus, il ne faut pas l'imposer. Là non plus, l'enfant n'a pas choisi, n'a pas décidé de suivre cette voie, et parfois ça peut ne pas du tout être la sienne. Donc il faut savoir lui garder son espace à lui, ne pas imposer quoi que ce soit, et essayer, quand il y a des questions qui viennent de sa part, de lui expliquer de manière neutre, c'est-à-dire ne pas essayer de l'influencer en disant « c'est ça qu'il faut absolument faire, c'est ça la seule manière de faire, c'est ça la seule manière de voir le monde ». Cette partie-là n'est pas forcément simple, surtout quand on est convaincu, que ce soit par la foi ou par notre propre expérience, que ce que nous faisons est juste et que ça vaut le temps que nous y investissons. Donc comme pour tout, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de la proximité qu'on va avoir avec les personnes et en fonction de l'ouverture que ces personnes auront avec cette charge ou les différents sujets qui y sont associés. Ouais, je vais commencer par rebondir sur les propos d'Assem, dans le sens où j'ai la chance aussi d'être papa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pareil, il n'y a pas de prosélytisme d'aucune sorte. Et puis, quel prosélytisme pourrais-je faire ? Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu seul. On parlera tout à l'heure des visions, des expériences. Je suis absolument pas certain du tout que un de mes fils ait ce même parcours. Donc qu'est-ce que je vais lui raconter ? Il n'est pas question que je l'amène dans une direction comme celle-ci. En revanche, comme je ne mens pas, je lui dirai en toute honnêteté ce que je fais lorsque le moment viendra, petit à petit. Il comprendra des choses, mais ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune difficulté dans ma famille. Tout est parfaitement en équilibre et maîtrisé. J'ai la chance d'avoir une épouse qui a écouté, a accepté, et avec laquelle je vis cette condition d'initié, avec tout ce que ça peut laisser supposer derrière, et elle m'accepte, et elle accepte cette charge qui peut parfois être assez lourde. Donc, je me considère comme étant extrêmement chanceux. Au début, bien sûr que c'est plus délicat. Il faut faire de la place, il faut expliquer. On tombe de 15 étages quand même, hein. Ça arrive dans votre vie. Enfin, en tout cas, pour mon épouse, c'est arrivé un peu rapidement comme ça. Elle n'était pas du tout dans ce monde-là. Elle n'avait pas d'informations. Bon, il a fallu qu'elle accueille ça assez rapidement. Pour ma part, on m'avait demandé, celui qui m'a transmis la charge m'avait demandé le plus grand secret absolu, etc. Il fallait rien dire. En toute honnêteté, j'ai pas réussi. Alors, peut-être que je suis trop bavard, je sais pas, mais j'ai pas réussi. Pour aller plus loin que dans le cercle très très proche de la famille, il y a certains de mes proches qui sont informés, mais pas tous. En revanche, ceux qui ont reçu l'information, j'ai jamais eu à recevoir une hostilité de leur part, ça s'est jamais manifesté. Il y a pu y avoir une période d'incompréhension, de questionnement, ce que je pense être parfaitement légitime, mais pas de rejet et pas d'hostilité, ça ne s'est pas produit. En revanche, si ça devait se produire, imaginons, il est clair que c'est ma charge et mon engagement vis-à-vis de ce que j'ai à faire aujourd'hui qui serait prioritaire. Absolument sans l'ombre d'un doute. Maintenant, pour la vie amicale, vous avez pu voir Michel, on a passé un peu de temps ensemble, je suis un humain comme un autre. Vous avez vu, hein, je plane pas à 20 cm au-dessus du sol, j'ai pas une auréole au-dessus de la tête. J'ai mes centres d'intérêt humains, des relations amicales dans ces domaines. Ils savent rien, et c'est très très bien comme ça, parce que ça nous permet aussi d'avoir un espace pour souffler, pour être ordinaire. Et c'est très sympa à vivre.
J'ai une conscience étendue, ça me permet de mener certaines opérations extérieures sans que ça se voit dans le monde physique. Il se peut parfois pour certaines opérations que j'ai un blanc de quelques secondes, 5 à 10 secondes, où pour vous, si vous me regardez, il va dire tiens, il est dans la lune, il est en train de penser à autre chose. Et puis hop, je reviens. C'est tout. En général, personne ne se pose de questions par rapport à ça. Voilà, donc vous voyez, à l'extérieur, je suis une personne complètement ordinaire, et c'est très très bien comme ça. Donc la conclusion de ces questions, c'est que la vie spirituelle vécue à votre haut niveau n'est pas du tout incompatible avec une vie familiale et amicale classique. Non. J'oserais dire que nous sommes des laïcs, donc notre rôle n'est pas de nous isoler dans un monastère, dans une grotte à 4000 mètres d'altitude. Nous vivons avec notre société, nous vivons avec nos proches. Ça veut dire aussi qu'on partage le quotidien, on comprend, on vit une vie humaine ordinaire. Donc, quelque part, on n'est pas hors sol, comme on pourrait imaginer. Non, pas du tout. Moi, j'achète mon pain, je fais mes courses, voilà. Et au contraire, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Ce serait très asséchant que de se mettre à l'écart parce qu'on a une vie spirituelle. Je trouverais ça imbécile. Et souvent, c'est la vision qu'a l'homme de la rue, que le grand maître, machin chose, peut pas avoir une vie comme tout le monde. Donc il est dans un château, il a 36 gardes, patati patata, 30 l'herbe repousse derrière ses pas. En effet, oui, alors forcément, là... Oui, mais on est en plein fantasme, on n'est pas dans la réalité. Et c'est d'ailleurs une des motivations pour lesquelles on fait cet entretien, cette vidéo, c'est pour démystifier un certain nombre de choses pour que... Alors oui, effectivement, on fait des choses qui sont en dehors de l'ordinaire, c'est vrai, c'est très clair, c'est une certitude, mais on n'est pas ce personnage d'heroic fantasy que vous nous décrivez. Voilà, ça, il faut vraiment retirer ce fantasme-là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est à la fois ce niveau spirituel très élevé et la vie simple du quotidien, et de la lier comme si ça allait de soi. Ouais. Ça, c'est ce grand écart qui fait justement cette liberté, ce point d'équilibre, il est aussi là. Moi, je suis très très heureux d'avoir une vie de famille, d'être bien avec mon épouse, avec mes enfants. Je suis très content quand ça se passe bien, je suis très content. Voilà. Donc au contraire, c'est une très grande chance que de pouvoir expérimenter cette fameuse haute spiritualité dont vous parlez à travers une vie d'homme ordinaire. C'est ce que j'expliquais au tout début. On peut à un moment donné parcourir l'univers, visiter des trucs, et le lendemain, votre épouse vous dit y a la chasse d'eau qui est bouchée, va falloir y aller. Bon, bah, vous prenez les outils et puis vous y allez. Et où est le problème ? Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Et c'est justement dans les actes, quelque part, les plus simples, que vous allez pouvoir instiller, mettre à l'intérieur de ces actes tout ce que vous êtes. Plutôt que de le faire en maugréant, en n'étant pas content, en râlant tout le temps. Au contraire, c'est votre implication dans toutes les choses de la vie, les plus simples, parfois les plus rébarbatives, qui fait justement cette grande expérience. En tout cas, c'est vrai pour moi. Bien. Eh bien, justement, on va en venir à l'initiation proprement dite, parce que c'était le sujet de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez donc nous éclairer sur votre parcours ? Comment ça a commencé pour chacun d'entre vous ? Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin ? Comment avez-vous rencontré l'initiation et sûrement des initiés ? Hassem ? Alors j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui était déjà portée sur la spiritualité, qui avait déjà des intérêts dans ces domaines-là, qui était donc déjà ouverte à ces sujets, qui en discutaient librement, qui partageaient, qui échangeaient, qui répondaient aux questions à leur niveau, et qui avaient une bibliothèque assez conséquente sur le sujet déjà. Donc très jeune, j'ai baigné dedans, sans être forcé, là aussi en étant complètement libre de m'y intéresser ou pas. Ma fratrie ne s'y est pas intéressée plus que ça, il n'y a que moi qui vraiment ai continué.
Et au fur et à mesure, il y avait un appel personnel aussi qui a pu s'expérimenter au fur et à mesure du temps, dès le plus jeune âge, des choses qui se manifestent, des messages qui sont reçus, pas forcément compris, pas forcément bien interprétés, mais quelque chose qui sert un peu de fil rouge, une sorte de passion qui commence à émerger. Il y a un amour de quelque chose, on n'arrive pas à mettre de mots, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais ça donne cette envie justement de chercher et de comprendre, pour savoir qu'est-ce qui nous appelle comme ça. Donc ça a commencé assez jeune, et très vite j'ai commencé à lire, à discuter, à échanger à ces sujets, sans forcément avoir déjà une voie préétablie, une ouverture un peu à tout. Ce qui m'a amené à rencontrer beaucoup de gens au fur et à mesure du temps, à lire énormément de livres sur beaucoup de choses, et par ce biais-là, rencontrer des personnes que je n'appellerais pas forcément initiées toutes en tout cas, mais qui avaient un certain bagage, une certaine expérience, une certaine culture sur des sujets qui m'intéressaient, qui m'ont permis de confirmer ou d'infirmer ce que j'avais pu lire ou apprendre par moi-même. Et au fur et à mesure du temps, par la progression, on arrive par le filtre de notre connaissance, compréhension et de notre expérience, à voir qu'est-ce qui est plus sérieux que ce qu'on peut nous présenter habituellement. Qu'est-ce qui sort du lot, qui n'est pas forcément très visible, mais il y a une saveur, il y a quelque chose qui fait qu'on s'y intéresse plus parce qu'on voit que ça peut développer des choses beaucoup plus importantes. Et par ce biais-là, j'ai pu rencontrer mes premières, ce que j'appelle traditions sérieuses, dans lesquelles j'ai pu rencontrer là des initiés, voire des maîtres, qui ont accepté d'échanger avec moi, pour certains de me partager plus que des simples échanges, et pour d'autres encore de me transmettre un enseignement poussé que je pouvais vérifier par la pratique, que eux-mêmes confirmaient par la description et l'observation des résultats que j'obtenais. Et pour d'autres encore, à force de travail, j'ai dû récupérer la charge de la conserver et de devoir le transmettre à des personnes adaptées. Ce qui me fait que finalement c'est un parcours qui est toujours dynamique, par le biais des rencontres, par le biais de l'apprentissage, par le biais de l'expérience. C'est vraiment un chemin qui évolue au cours du temps. J'ai réussi à un moment à déterminer où je me trouvais sur le chemin. Parmi le nombre de chemins qui se présentaient à moi, j'ai déterminé non pas un, parce que je suis très curieux et gourmand on va dire, mais plusieurs chemins qui me parlaient plus que les autres. Et j'ai cherché à les parcourir. Et sur ce parcours, on rencontre des gens, on rencontre des initiés, on rencontre des maîtres qui vont nous éclairer pour nous permettre d'avancer de plus en plus loin. La troisième rose. Oui. Alors sur cet aspect-là, mon parcours est quasiment aux antipodes de celui d'Assem. Déjà, je suis issu d'un milieu ouvrier simple. Dans la bibliothèque, il n'y avait pas de livre traitant de la spiritualité ou de la religion, pas du tout, aucun. Peut-être les contes de Grimm, enfin, faut avoir les clés pour les décoder, à l'époque je les avais pas. Non, pour moi, ça a été une succession de messages que j'ai reçus. Enfin, le premier que j'ai reçu, il est arrivé quand même très tôt, hein, j'avais 4-5 ans. Ce message, on en parlera tout à l'heure, mais c'était « Es-tu d'accord pour aider les hommes ?» Ma réponse a été oui. Et puis, même si ce sera parfaitement anonyme. Et ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, c'est que j'avais ma conscience d'enfant, ça c'était une chose, mais il y avait quelque chose d'intérieur qui était plus profond, plus dense. Il y avait une relation entre les deux, et ma conscience d'enfant n'a pas compris ce que ça voulait dire anonyme. Alors on m'a montré anonyme, ça voulait dire sans reconnaissance, ce que tu feras, personne ne le saura jamais. Bon là on fait une petite exception, mais j'ai répondu oui. Et on m'a répondu très bien, alors nous nous reverrons. Ça c'était à 4-5 ans. À 6-7 ans, un autre message qui m'a dit « Tu es ici sur Terre pour la dernière fois, tu ne reviendras plus ». Bon, celui-là il m'a mis une claque. À 13 ans, tu es la troisième rose, avec la présentation de l'épée et de la rose. Et à 30 ans, la source d'amour qui est dans ton cœur est intarissable et tu peux laisser venir y puiser chaque homme. Enfin, chaque homme et chaque femme, mais on m'a dit chaque homme. Ensuite, ça a été beaucoup d'expériences, des visions de l'avenir, la vision de couleurs sur les gens. Dès 6-7 ans, j'ai fait des voyages astro, mais sans le savoir. C'était comme ça. J'ai découvert ça comme un enfant découvre un jeu de pièces en bois, complètement innocemment.
J'ai fait aussi quelques belles rencontres décisives, et puis j'ai fait des vilaines rencontres, mais qui étaient tout aussi décisives. Ensuite, j'ai eu des épreuves. Parmi celles-ci, j'ai suivi le processus alchimique, œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge. Pour tout vous dire, je suis loin d'être un héros, hein. Pour moi, l'œuvre noire a été extrêmement longue, douloureuse. Et je dois le dire ici aujourd'hui, c'est que je dois à mon maître d'en être sorti vivant. Pour moi, l'œuvre noire a duré plus de 3 ans, ce qui est pas très gratifiant, hein, c'est long. Mais j'ai compris pourquoi il en a été ainsi. J'ai compris qu'il fallait que cette œuvre noire, elle soit effectuée sans rien laisser de côté. Il fallait qu'elle soit complètement faite. Pourquoi ? Parce que quand j'ai reçu ma charge ensuite, il fallait que cette charge soit donnée à quelqu'un qui a fait le travail sans aucune concession. Et j'ai fait ce travail sans aucune concession. Les messages, eux, m'ont aidé à me mettre dans une direction. Le message dont on a parlé, celui de 13 ans, m'a aidé à me mettre dans une direction. Ils m'ont aidé à chercher, à me préparer. Pour le premier, l'impact fut nul. J'ai reçu ça, j'avais 4-5 ans. À 4-5 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui est étonnant et qu'est-ce qui ne l'est pas. On découvre le monde. Alors, comme on découvre le monde, tout est normal en quelque sorte. C'est nouveau, mais après tout, comme tout est nouveau, comment distinguer l'un de l'autre ? Celui que j'ai reçu à 6-7 ans, comme je dis, par contre, lui, il m'a mis une claque. Et j'ai réussi à en parler à mes proches qu'à l'âge de 20 ans. Donc je suis resté pendant 13-14 ans à garder ce message-là tout seul en moi. J'ai pas osé en parler. Celui de la 3e rose m'a choqué, bien sûr, mais c'est celui qui m'a mis en mouvement. C'est celui qui m'a dit, là, il y a quelque chose à chercher. Pourquoi la 3e rose ? Pourquoi l'épée ? Pourquoi la rose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À 13 ans, c'est quand même choquant. Surtout que j'avais aucune culture ésotérique de quoi que ce soit, hein. Je le rappelle, j'ai pas été comme Assem à grandir dans un milieu où il y avait une bibliothèque avec énormément d'ouvrages. Moi, c'était 0 ouvrage. Pour le dernier message dont je parle à 30 ans, bizarrement, ce message-là m'a mis en colère. Il m'a mis en colère parce que je ne l'ai pas compris, en fait. Je l'ai pris un peu en pleine face. Pour tout vous dire, Michel, je me suis assis sur les petits bancs de pierre qui font face à Notre-Dame de Paris. À l'époque, j'étais en roller et pour moi, il était hors de question de rentrer dans la cathédrale en roller. Mais je voulais quand même profiter de la présence de Notre-Dame. Et j'ai fermé mes yeux, j'ai été comme happé vers le haut. Je me suis retrouvé dans un endroit qui a pas de début, pas de fin, pas de haut, pas de bas, pas de temps. Et j'ai reçu ce message. La source d'amour qui est dans ton cœur est intarissable et tu peux laisser venir épuiser chaque homme. C'est au mot près, la virgule près. Ces messages-là, je les ai jamais oubliés. Et quand je suis redescendu, parce que ça m'a relâché directement, je suis redescendu dans mes rollers, c'est le cas de le dire, j'ai été en colère parce que j'ai cru qu'on me demandait de parcourir le monde, de grimper sur une caisse à savon pour haranguer les foules et puis pour parler d'amour. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas Jésus-Christ, hein, c'est pas mon truc. Bon, il m'a fallu du temps pour le comprendre. L'intégrer complètement et puis laisser s'accomplir ce qui devait l'être harmonieusement. Et même encore aujourd'hui, ce message continue de s'affiner et de trouver un sens de plus en plus profond et subtil. Ensuite, pour terminer, c'est vous vous réveillez un matin, prenez votre petit déjeuner, votre cartable, vous descendez dans la rue pour prendre le bus et aller au collège, et puis vous voyez les couleurs sur les gens. Paf, ça vous tombe dessus, et vous ne savez pas quoi faire avec ça. C'est complètement dingue. Là, pour le coup, vous êtes adolescent, donc vous savez qu'est-ce qui est, entre guillemets, normal de ce qui ne l'est pas. Je me souviens être arrivé à l'arrêt de bus, les yeux fixés sur le sol, j'osais plus regarder les gens. Le bus est arrivé, il a fallu que je relève le regard pour rentrer à l'intérieur du bus, et ça a recommencé. Bon, ça, c'est des choses qui vous choquent, ouais. Ça vous prévient pas, et puis ça repart, puis ça revient, on ne sait pas pourquoi. C'est des visions sur l'avenir, c'est tout un tas de trucs
qu'on ne maîtrise pas et qui vous saute à la figure alors que vous n'avez rien demandé. C'est ça surtout, hein, c'est que vous n'avez rien demandé. Il y a un tas de gens qui vous regardent, qui aimeraient bien avoir ces pouvoirs, entre guillemets. Je pense que s'ils les obtenaient demain, ils seraient très heureux. Mais quand ça vous tombe comme ça dessus, alors que vous êtes complètement pas à réfléchir à tout ça, c'est pas pareil à vivre. Alors, la troisième rose, peut-elle donner l'explication justement de la troisième rose, le symbole de l'épée, le symbole de la rose? Michel, je vais vous dire ce que j'ai vécu. J'avais 13 ans quand j'ai reçu ce message, cette vision. J'étais dans ma chambre en train de faire un devoir d'anglais sur mon bureau, que vous avez vu. Et toute la scène est passée au fondu au noir. C'est-à-dire que le devoir d'anglais a disparu, la chambre a disparu, de ma conscience, en tout cas. Et j'ai vu une épée de style médiéval en croix, pointe en terre, justement, se ficher dans la terre. J'ai ressenti que cette épée se nourrissait de la terre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait une force qui passait de la terre vers l'épée. Ensuite, il y a une pousse végétale qui est sortie de terre et qui a tourné en poussant, en tournant autour de la lame. Et puis, il y a une fleur qui a éclos au niveau de la garde, et cette fleur était une rose rouge. Quand cette image-là s'est figée, j'ai entendu une voix, oui ça fait un petit peu bizarre, mais on en est là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « tu es la troisième rose ». Et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que cette image-là a disparu, je suis retourné dans ma chambre, mon bureau, mon devoir d'anglais. Maintenant, ça m'a vraiment mis en recherche parce que je me suis dit quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce symbole de l'épée et de la rose? L'épée formait une croix, c'est clair, net et précis, pas l'ombre d'un doute. Et j'avais aucune culture sur les rosicruciens, les rose-croix, ça me parlait absolument pas. Maintenant, cette épée, aujourd'hui, pour moi, je la vis comme un symbole d'équilibre. Cette épée est plantée droite dans la terre. Mais il faut le reconnaître, c'est aussi un symbole martial. C'est pas une croix, c'est une épée. Et une épée, ça sert à trancher. Et dans ma vie d'initié, Michel, je peux vous assurer que j'ai eu à trancher un certain nombre de fois. Mais qu'est-ce que l'épée si la rose n'est pas là? Eh oui, on peut faire des dégâts terribles avec une épée. Et j'ai compris que cette rose, la rose, c'est la fleur du secret. Et le secret, c'est l'amour. Et cette rose, elle vient indiquer la verticalité aux 4 directions qui sont données par l'épée et sa garde. Ainsi, mes décisions, les décisions que j'ai à prendre au quotidien, peu s'en faut, pour difficiles et rudes qu'elles peuvent être, elles sont toujours prises sous le sceau de la rose. Et c'est pour ça que dans tout ce que je dis, l'amour est si important à mes yeux. Mais le vrai amour. Vient ensuite le nom de la troisième rose. Pourquoi la troisième? Ça veut dire qu'il y en a eu une première, une deuxième, il y en aura peut-être une quatrième. Je vais vous donner une des clés de lecture que j'ai. Il y en a d'autres, mais on va en parler que d'une seule. La troisième rose, c'est le symbole de l'œuvre rouge en alchimie. Il y a 3 roses, il y a une rose noire, une rose blanche, une rose rouge. Donc c'est le symbole de la pierre philosophale, c'est l'accomplissement du chemin de l'alchimiste. Et pour moi, cette réalisation marque le seuil justement de l'état d'initié avec ce fameux I majuscule. Voilà. Eh bien, nos amis qui, depuis le premier message, s'étonnaient et interrogeaient sans arrêt ça. Mais qu'est-ce que c'est la troisième rose? Eh bien, maintenant, on la réponse. Voilà, alors, j'insiste, ça n'est pas une secte. Je suis tout seul à porter ce nom-là. C'est pas un groupe, c'est pas... Voilà, donc c'est mon nom d'initié. Je le jure, Michel. Voilà. Alors, question suivante, comment avez-vous reçu
les enseignements qui vous ont amené à vous dire, aujourd'hui initié, quel a été votre parcours. La différence avec la question précédente, c'est pas quel message avez-vous reçu, comment vous avez été mis sur la voie, qu'est-ce qui vous a aidé, mais comment on reçoit les enseignements, c'est-à-dire il y a bien un bagage initiatique et au-delà de la moyenne qui est donné par qui, comment, et on ne sait pas, donc voilà, ASEM. Alors, je suis un peu vieux jeu dans ma manière de faire ou de ma manière d'étudier, dans le sens où je donne énormément d'importance, alors c'est peut-être surtout lié à mon éducation et à ma famille, à l'étude livresque. Je lis énormément, j'étudie énormément, et c'est une source d'information qui est beaucoup plus importante qu'on peut le croire. Alors là, je ne parle pas des ouvrages modernes qu'on trouve assez facilement, je parle des ouvrages anciens, qui pour certains ont été traduits de manière vraiment très correcte, des ouvrages universitaires parfois aussi qui permettent d'ajouter des compréhensions contextuelles, historiques, anthropologiques à ces textes qui existent. Et ça, c'est une base qui me permet d'avoir la culture qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet aussi de passer par le crible toute autre information qui nous sera donnée. Par l'expérience d'une personne, par la transmission d'une personne, par les échanges ou des partages. Le fait d'avoir cette culture permet plusieurs choses. La première, d'avoir le vocabulaire, le langage permettant de comprendre ce que la personne essaie de transmettre. La deuxième, c'est aussi de reconnaître certaines choses qui sont plutôt avérées, on va dire plutôt traditionnelles, de celles qui sont peut-être pas forcément inventées, mais parfois plus du domaine de l'expérience personnelle et non pas de la tradition que la personne parcourt. Comme on l'a pu voir, il y a un chemin qui est balisé, mais après, chacun parcourt le chemin un peu à sa manière. Donc, pouvoir distinguer les deux est important. Pourquoi ? Pour ne pas prendre un enseignement ou une explication de quelqu'un comme un chemin, mais plutôt comme la manière dont la personne a parcouru le chemin. Et ça, c'est important si on veut s'approprier nous-mêmes ces enseignements et ces pratiques. Donc ça, c'est une partie très importante qui me permet de vérifier aussi la validité et l'intérêt de tout ce qui peut m'être transmis par le biais de personnes ou de traditions. Ensuite, il faut rencontrer des gens aussi pour pouvoir profiter, entre guillemets, des enseignements d'une certaine tradition. C'est rare que ce soit les personnes qui viennent à nous. C'est plutôt à nous de faire la démarche d'aller vers autrui. Donc il faut déjà avoir cette démarche d'ouverture, cette démarche de curiosité, cette démarche d'ouverture. Alors ce n'est pas une ouverture à tout va, c'est une ouverture qui dit « je veux apprendre autre chose que ce que je sais déjà ». Pour ça, il faut que je m'ouvre à une autre culture, à une autre manière de penser, à une autre expérience. Donc il faut obligatoirement avoir cette ouverture pour pouvoir être mis ensuite en relation avec des enseignements. La deuxième chose, c'est qu'une fois un enseignement reçu, il faut savoir le comprendre. Donc pour ça, il faut apprendre le contexte dans lequel ça se situe. Ça va être l'histoire de la tradition que la personne essaie de transmettre, ça va être la langue, quand on a la chance d'être fort en langue, ça va être l'anthropologie, la culture, une immersion parfois, qui nous permet de nous rapprocher de la personne et de son expérience pour être un peu plus en résonance et donc pouvoir progresser là-dessus. Et enfin, ça va être la vérification par l'expérience de ce qui va être transmis. Et c'est ça qui va faire qu'on peut atteindre le statut de curieux, à celui de passionné, puis à celui d'initié. L'initié va donc être celui qui a parcouru un certain chemin, qui sait qui il est, quels sont ses défauts, ses qualités, ses limites, ce dont il a besoin pour progresser, apprendre et comprendre, et donc ensuite être capable, à partir de ce point A qu'il a déterminé, où est-ce qu'il veut aller, et quels sont les chemins les plus adaptés pour lui. Et à partir de là, être à l'écoute et en adéquation avec les transmissions qui pourront être faites par telle ou telle personne, tel ou tel détenteur de lignée. Donc tout ce travail personnel d'apprentissage de soi est une condition sine qua non pour être ouvert et à l'écoute des transmissions qui pourront être faites par telle lignée, telle personne, tel initié ou tel maître. Comme je vous l'ai expliqué, Michel, les premières années de mon parcours ne sont parsemées que de messages et d'expériences que j'ai reçus souvent de manière involontaire. Donc je vous ai expliqué que c'était souvent des grandes gifles parce que ça venait me heurter dans ma vision de l'ordinaire qui était en train de se construire. Il m'a fallu longtemps vraiment pour comprendre ce sens profond de la troisième rose et du symbole qui y est associé. Après, c'est vrai que plus tard, j'ai recherché dans des livres, mais j'ai pas eu la chance, comme ASEM, peut-être d'avoir les bons livres sous la main.
Et j'ai pas eu de conseils, donc peut-être que j'ai pas ouvert les bons ouvrages, c'est probable. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment exceptionnels, et certains ont vraiment eu un rôle majeur dans mon cheminement. Aussi, après, plus tard, j'ai vécu des initiations, physiquement cette fois, dans différents lieux, en France ou à l'étranger. Et j'ai aussi bénéficié d'une transmission ailleurs que dans le monde physique, dans le monde d'à côté, ou dans les mondes d'à côté. Ce serait plus juste de dire ça. Selon mon expérience, ces dernières transmissions sont de loin les plus profondes, les plus pertinentes qu'il m'a été donné de recevoir, les plus significatives. Il y a aussi des épreuves, et les épreuves vous apprennent des choses sur vous. Tout à l'heure, Assem parlait des limites et d'apprendre à se connaître. À travers les épreuves, on apprend à se connaître et puis on apprend à trouver nos propres limites, des fois à les repousser, mais en tout cas à bien les reconnaître. Certaines sont ou paraissent anodines, et d'autres, pour ce que j'ai vécu, ne sont rien moins que létales. Si vous la ratez, c'est terminé. D'autres peuvent vous rendre dément. C'est pour ça que je fais la distinction entre la folie et la démence. La folie, le fou, c'est celui qui s'exonère des lois ordinaires. Le dément, c'est celui qui a perdu la raison. Pour moi, ce sont deux choses très différentes. Ensuite, pour vous expliquer un point qui a été pour moi une épreuve, quand même très difficile à passer, vers 35 ans, toutes les nuits, j'ai expérimenté des sorties astrales. Ça commençait au moment de la torpeur, au moment où on s'endort, et ça s'arrêtait au moment de la sonnerie du réveil, avec le souvenir de tout ce qui s'était passé pendant la sortie astrale. C'est vrai que ça a l'air sympa, dit comme ça, on se dit waouh, super, il a vu plein de trucs et tout, et puis le lendemain il se souvient. Ouais, alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais dites-vous que ça a duré 1 an et demi, toutes les nuits, et que pendant cette période de temps, ma conscience ne s'est jamais reposée. Jamais. Imaginez que la journée, vous avez votre vie ordinaire. Vous devez vous lever, aller au boulot, être avec vos collègues, remplir la mission qu'on vous a confiée, et puis vous rentrez du boulot, et vous avez votre vie de famille, tout va super bien, et puis le soir vous vous couchez, et bam, ça recommence, pendant 1 an et demi. Je vous assure que si vous n'êtes pas un tout petit peu carré et les pieds sur terre, vous franchissez pas cette épreuve. C'est trop dur. Je me souviens que, justement, au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était dans une nuit entre un vendredi soir et un samedi matin. J'ai eu une nuit de sommeil ordinaire. Je me suis réveillé en me disant « Mince, il ne s'est rien passé ». J'ai presque eu la trouille. Parce que, pour le coup, l'extraordinaire était devenu mon ordinaire depuis 1 an et demi. Et je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? Ça s'arrête ? C'est fini ?» Voilà. Je m'en souviens très très bien. À l'époque, j'étais déjà avec mon épouse et on a parlé longuement ce samedi. Bon, après j'ai été rassuré parce que dans la nuit du samedi au dimanche, tout a recommencé. Et puis c'est reparti et j'ai arrêté de compter depuis. Donc voilà, c'est devenu mon ordinaire. Voilà, donc c'est une épreuve assez dure que j'ai passée, ouais, et qui me permet aujourd'hui, justement, de plus compter en fait, d'être disponible à chaque seconde, à chaque battement de cœur, tout le temps. Quand vous êtes disponible toutes vos nuits, vous êtes disponible tout le temps. Donc dans ces initiations qui se passent sur un autre plan que le plan terrestre, bon, on fait bien déjà la différence entre ce qu'on reçoit d'un maître sur un plan terrestre et sur un plan dit astral. Ça peut se passer comment l'enseignement qu'on reçoit, c'est-à-dire c'est de quel ordre de choses ? Il y a différents types. Pour moi, les vraies transmissions se font dans ce cadre-là. Il faut savoir que le monde d'à côté est très 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 vaste. Parce que vous pouvez être au même endroit et ce lieu peut changer en fonction de votre niveau vibratoire, de votre taux vibratoire.
Donc déjà, sans bouger, les choses peuvent changer. Alors imaginez en bougeant. J'ai eu des enseignements qui m'ont été donnés par mon maître à une certaine époque et qui me transmettaient en dehors du monde physique. Ensuite, ça peut être aussi des connexions avec des animaux terrestres dont la conscience se manifeste à côté. Il y a des animaux qui ont une conscience à côté, le chat par exemple, mais il y en a bien d'autres. Ensuite, j'ai vécu la rupture avec mon maître, on s'est quittés. Et donc, ce que j'appelle les anciens se sont manifestés. C'est-à-dire qu'ils ont pris le relais pour continuer à m'enseigner des choses. Là, les lieux et les situations sont d'une infinie variété. Vraiment, je ne peux pas tous vous les décrire, mais je peux vous donner quelques exemples. Lorsque vous êtes dans un niveau vibratoire où tout est gris, terne, un peu dégueulasse, compliqué, enfermé, vous êtes certain d'être dans un niveau vibratoire assez bas, et là, le son ne va pas être joyeuse. Ça, c'est déjà une certitude. Alors que lorsque vous vous retrouvez dans un monde lumineux, vaste, expansé, a priori, la leçon va être plus sympa. Elle ne va pas forcément être moins ou plus importante, hein. Elle va porter sur un sujet qui va être souvent plus facile à vivre. Ensuite, les leçons en elles-mêmes, ça porte aussi sur une infinité de domaines. Infinité de monde égale infinité de domaines. Ça peut être la visite d'un lieu sur Terre, tout simplement. Voyage astral, on va visiter un lieu, n'importe lequel. Enfin, justement, pas n'importe lequel. Ça peut être l'état de conscience d'un animal. Une baleine, un dauphin, je sais pas, un animal. Un animal a un état de conscience particulier, et ça peut être une véritable leçon que de comprendre son état de conscience de manière à enrichir votre état de conscience d'humain. Vous ne pouvez plus voir le monde de la même façon. Ça vous donne une leçon considérable, ça. Ça paraît tout bête, mais en fait, non, c'est terrible, c'est gigantesque, c'est génial à vivre. Ça peut être l'usage d'un système de magie, autre chose, ça peut arriver. Ça peut être la fameuse découverte d'un pouvoir qui se fait à côté. Ça peut être la prise de conscience d'une responsabilité. Ça peut être la prise de conscience des possibilités de perception ou d'action liées à un état vibratoire. Parce que lorsque vous changez votre état vibratoire, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes fonctions. Voilà, c'est tout ce genre de leçons. Il y en a des centaines et des milliers. J'espère avoir donné un petit éclairage, mais voilà, c'est vraiment infini. Là, c'est infini. On les retient. On essaye en tout cas. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le monde d'à côté, on n'a pas ce corps physique, on n'est pas avec notre cerveau, on n'est pas avec notre système cognitif, mécanique, humain, biologique. Ce qui fait qu'on appréhende des choses de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, indéniablement. Et la grande difficulté, c'est lorsque vous revenez dans votre corps, et là, on a l'impression de faire rentrer un éléphant dans un entonnoir. Et des fois, c'est même très frustrant, parce qu'on va perdre de l'information, et pendant qu'il y a cette intégration de l'information dans le corps terrestre, on sait qu'on perd de l'information, et on doit chercher l'essentiel. Les clés qui vont nous permettre de, entre guillemets, redécouvrir ce qu'on a perdu au moment du passage dans l'entonnoir. C'est très difficile et très frustrant. Oui. Quand on a cet état donc de visite dans le monde d'à côté, moi j'appelle ça l'astral, je ne sais pas si c'est la même chose. C'est trop limité l'astral. Ah oui, c'est trop limité. Le monde d'à côté. Ouais, les mondes d'à côté, c'est bien. Est plus vaste. Et qu'on se réveille le matin pour une vie normale, comment on sait qu'on n'a pas rêvé ? Parce que ça peut être mélangé avec un rêve que tout un chacun fait quand il dort. C'est vrai. D'ailleurs, comment on fait une distinction entre rêve et sortie dans le monde d'à côté ? C'est très juste. D'ailleurs, peut-être que dans certains rêves, vous faites une vraie sortie, c'est possible. Mais on apprend avec le temps, avec l'expérience. Les rêves humains ont une texture particulière qui a strictement rien à voir et avec une projection
on va dire, de la conscience, et encore moins avec une sortie astrale. Donc on apprend, je sais pas, c'est comme si vous me disiez, comment est-ce que vous faites la différence entre un morceau de papier de verre et de la soie? Bah, touchez-le, vous allez voir que c'est pas la même chose, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'Assem a quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une question par Oui. rapport à ça, la troisième rose. Je t'écoute. Tous ces enseignements qui sont reçus dans le monde d'à côté, est-ce que tu as eu l'occasion d'en trouver des échos, des équivalences dans les traditions plus humaines ou les enseignements plus humains qu'on peut avoir en accès soit par le biais de personnes, soit par le biais d'ouvrages? Et si oui, finalement, est-ce que l'enseignement est plus clair et plus vaste dans le monde d'à côté? Et l'autre référence que tu as faite, c'est que finalement, comme un éléphant dans un entonnoir, c'est pas facile à faire passer, et que justement, il y a des clés à réussir à récupérer avec finalement notre morphologie humaine classique, physique. Est-ce que justement, tous ces enseignements traditionnels, ces livres ou ces échanges humains plus classiques te servent justement de clés permettant de décrypter et de pouvoir vraiment retrouver l'éléphant dans le corps humain? La question est pertinente. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que tu me poses ce genre de questions. Je t'en connais bien là. Alors, on va vraiment, par contre, bien parler des leçons qui sont reçues sur les autres plans. Hein, on est bien d'accord. Pour moi, elles sont de deux natures. De deux natures, si on doit les passer au tamis de ce qui trouve un écho sur Terre. Parfois, il n'y a aucun écho sur Terre. On a une leçon que... Alors, j'ai pas lu autant de livres que toi, mais il y a des choses que j'ai jamais lues, dont j'ai jamais entendu parler. Ça peut arriver. Maintenant, pour revenir sur celles qui font écho, pour la première partie, oui, j'ai trouvé des échos parfois très proches avec la mythologie grecque, par exemple. D'ailleurs, lorsque j'ai évoqué dans le premier texte que j'ai donné à Michel et qu'il a eu la gentillesse de lire pour moi dans la première vidéo, donc on distingue bien Michel de Sales et la troisième rose, j'ai parlé du nettoyage des écuries d'Augias. Et ben c'est vraiment ça. Sauf que des fois, le fleuve, il est un peu difficile à faire sortir de son cours. Mais c'est vrai que l'humain a quand même une capacité à salir, on va dire, son environnement proche et lointain avec une facilité et un plaisir assez déconcertant. Donc, j'ai pas cité ça par hasard. Lorsqu'un peu plus loin, j'ai demandé qui c'est qui sentait l'âme d'un Prométhée, si vous vous souvenez, Michel, c'est pareil. Ces images-là, je ne les ai pas prises au hasard. C'est parce qu'il y a vraiment, là pour le coup, il y a vraiment un écho. Ouais, il y a un vrai écho. Elles sont directement reliées à ce que nous sommes, et les leçons de ces épopées sont de véritables échos en regard de ce qui se passe de l'autre côté, sur des plans... justement assez proche du système vibratoire humain. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas très très loin. Lorsqu'on est plus loin, on retrouve de moins en moins d'échos, voire plus du tout d'échos. En revanche, pour la deuxième partie, ça va être la quête du Graal, Merlin, les chevaliers de la table ronde. Ça nous donne aussi des leçons de chevalerie par exemple, mais là qui vont être typiquement à utiliser, non pas en tant qu'initié dans une opération à effectuer, mais dans ce qu'il convient d'observer en tant qu'humain sur Terre. On a des leçons avec les chevaliers, avec... voilà, je ne fais pas un dessin, voilà, là, mais c'est typiquement, on les associe à notre application terrestre. Alors, je vais te dire un truc, c'est que... dans le cadre, là, et à travers le filtre de la cosmogonie de la tradition à laquelle j'appartiens, je spécifie bien pour toi ça, j'ai reçu nombre d'informations et de leçons par ce que nous appelons ici des dragons. Je sais que ça peut choquer certains, mais c'est comme ça. J'ai une anecdote à te raconter. Le premier dragon que j'ai rencontré, c'était à l'occasion d'une sortie astrale dont le processus m'avait été expliqué par mon maître. Et j'étais donc très content d'avoir réussi à la mettre en œuvre, en application, parce que j'avais ma façon de faire qui n'avait rien à voir, et j'ai eu énormément de mal à quitter celle que j'avais acquise par ma propre expérience pour me conformer à celle qu'on me demandait. Alors je suis super content de moi, et donc du coup je me dis je vais aller annoncer la bonne nouvelle à mon maître, et ça tombe bien, j'avais 3 questions à poser. Bon, très bien. À l'époque j'avais plein de questions, aujourd'hui j'en ai plus, mais à l'époque j'avais des milliers de questions, alors j'en avais choisi 3.
Et du coup, je retrouve mon maître par la sortie astrale. Et en quelque sorte, je toque à la porte. Je fais coucou, c'est moi, je suis très content. Et au lieu de me recevoir et de me les féliciter, il me dit c'est pas le jour, viens pas me casser les pieds, dégage. Je fais la vache, quand même, c'est raide. Ça fait des mois que je travaille sur ce truc-là. Bon, et à l'époque, j'avais pas la sagesse que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je lâcherais et puis je partirais faire autre chose. Mais à l'époque, je me suis dit, moi, ça porte, je vais l'enfoncer. Voilà, ben oui, pourquoi pas. C'est comme ça. Et donc, j'ai réuni de l'énergie. Je suis bien passé à travers la porte, sauf qu'au lieu de tomber sur mon maître, je suis tombé dans l'espace face à un œil reptilien. Je l'ai reconnu pour ce qu'il est, un œil reptilien. Alors, jusque-là, bon, c'est un peu impressionnant, mais il faut voir la différence, hein, la proportion entre ma taille, en tout cas celle que je ressentais avoir, et l'œil. Si tu regardes, c'est comme une fourmi face à comparer la façade de Notre-Dame de Paris. Et Notre-Dame de Paris, c'est juste l'œil. Je suis resté un peu interdit en me disant « Ouh là là, ça a l'air gros ». Et puis, j'avais l'œil et en fait, mon regard, voyait pas à gauche, à droite, en haut, en bas. Alors, je tourne mon regard vers la droite, je vois la gueule du dragon, je reconnais que c'est un dragon. J'ai été liquéfié de beauté, c'était dingue, tout simplement dingue, je m'attendais déjà pas à ça, et c'était majestueux, ça flottait dans l'espace, c'était absolument majestueux. J'ai regardé, j'ai jamais oublié cette première rencontre. J'ai tourné mon regard vers la gauche, et j'ai compris que je pouvais pas le regarder en une seule fois, je pouvais pas l'embrasser dans son entier en un seul regard, c'était pas possible. Et là, mon regard s'est projeté sur son corps, lointain, tellement lointain que même avec le regard de l'astral, j'en voyais pas le bout. J'arrivais pas à voir l'extrémité. C'est dingue. Alors, ce que j'ai pas su sur le moment, mais que je peux te dire maintenant, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, ce dragon correspond au niveau de conscience de la galaxie. Donc, effectivement, c'est balèze. Je revois de temps en temps ce dragon. Bon, j'ai plus de questions à lui poser, parce que j'ai plus vraiment de questions. Mais je le revois de temps en temps, mais sous une forme différente. Et j'arrive désormais à l'embrasser d'un seul regard. Mais j'ai fait du chemin entre cette première expérience et aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à la fin de ta question, à savoir si les leçons que je reçois dans le monde d'à côté sont plus claires ou plus complètes. Ben, je dirais que ça dépend justement de ma capacité à faire rentrer l'éléphant dans l'entonnoir. Il y a certaines leçons qui rentrent plutôt facilement, et il y en a d'autres où c'est extrêmement frustrant, mais je sais que je perds énormément d'informations. Ce véhicule terrestre, je crois que j'en parle d'ailleurs dans le message que j'avais donné à Michel, ce véhicule terrestre est extrêmement limité. Bon, je ne suis pas forcément un génie, hein, mais pour ma part, j'en trouve vite les limitations. En revanche, comme j'ai déjà dit, j'essaie de garder la pureté du message, l'essence du message, pas les détails qui sont autour, parce que je sais que ceux-là, je pourrais peut-être les retrouver. Mais si je perds l'essence du message, par contre, c'est terminé. Ce n'est pas les détails qui vont me permettre de remonter à la source. Ensuite, est-ce que j'ai retrouvé ça dans certaines lectures aussi? Oui, mais pour te le dire, et tu le sais, je lis pas beaucoup par rapport à toi, et je comprends que l'auteur rencontre lui aussi ses difficultés. Lui aussi, il a son éléphant à faire rentrer dans l'entonnoir. Lui aussi, il a son système de croyance. Si je lis un écrit qui date du XIVe siècle, le système de croyance dans lequel il est, le taux vibratoire dans lequel il était, fait qu'il va rédiger les choses d'une certaine façon. Et du coup, je vais me rajouter la difficulté de rentrer dans son système à lui, de comprendre ses mots, sa façon de penser. Non, c'est pas quelque chose que je considère utile pour moi. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je t'en prie. On voit bien qu'il peut y avoir des voies différentes pour arriver au même but, quelque chose de plus livresque, quelque chose de plus dans le monde d'à côté, encore d'autres formes d'enseignement. Mais tant mieux.
Ce Mais qui fait tant que, mieux. bon... Il y a une vraie richesse grâce à ça. Mais aussi. oui, c'est aussi pour ça, je connais Assem depuis des années et je savais pertinemment qu'il n'aurait pas les mêmes réponses que moi. Et ce que je souhaite justement offrir, déjà à vous Michel, et puis aux internautes qui vont nous regarder, c'est de considérer justement cette richesse, cette différence d'avis, même pas de point de vue, mais cette différence d'avis, d'expérience, et qui pourtant, je peux vous l'assurer, avec Assem, on se retrouve complètement autour du point commun. Et c'est ça que je montrais. Et je veux surtout dire, on n'est pas fait au moule, il y a une infinité de chemins, trouvez le vôtre. C'est bien. On va revenir sur un plan terrestre. Pourquoi avez-vous souhaité témoigner anonymement? C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'après, chacun a ses raisons personnelles, mais la première raison, la plus basique, c'est tout simplement que si on reste anonyme dans notre vie classique, et que justement, on parlait tout à l'heure de l'harmonie qu'il peut y avoir entre notre vie professionnelle, notre vie privée, notre vie mystique, notre démarche ésotérique, c'est pas pour que lors d'une vidéo, eh bien, tout soit dévoilé. Sinon, ce serait un peu dommage. L'autre chose aussi, c'est que c'est une démarche simplement d'humilité. On n'a pas à être connu ou reconnu. Moi, en tant que personne, je suis juste porteur d'un message, de mon expérience. C'est pas moi du tout qui suis important, en fait. C'est juste ce que je peux transmettre, échanger, partager. Donc, au lieu qu'on se concentre sur qui il est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il en est, plutôt qu'on essaie d'écouter le partage et l'échange des informations, de l'expérience que je peux faire. Et que en plus, ça aussi permet d'éviter une certaine forme de mimétisme, où on se dit « Ah lui a fait comme ça, il a fait comme ça, donc je vais faire pareil que lui ». Non, comme le disait la troisième rose, on est tous différents, c'est cette richesse qu'on veut présenter. Et donc je présente mon parcours, et qu'à chacun ensuite de voir qu'est-ce qui lui parle. Et on écoute mieux un message quand on écoute vraiment le message et pas le messager. Ouais, c'est très juste. C'est tout à fait juste. Et par exemple, on parlait tout à l'heure justement d'être un humain ordinaire dans la vie de la cité. C'est parfait. Moi, j'ai pas envie, par exemple, dans mon milieu professionnel, que mes collaborateurs, les gens que je côtoie, viennent me voir en disant « Ah, alors, on sait ce que tu fais, on sait ce que t'es ». J'ai pas du tout envie de ça. Quand j'ai une relation professionnelle, je veux qu'elle reste professionnelle. Et puis, je pense que maintenant, vous avez compris que, Assem et moi, on n'a pas la même charge. Moi, j'ai une charge qui est plus, on va dire, avec des leviers dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire des hommes. J'ai pas envie qu'un matin, devant ma porte, je me retrouve avec 15 personnes avec des paniers remplis de fruits, et puis 5 autres avec des flingues pour m'abattre. Parce que je vais forcément pas faire l'unanimité. Et comme je vous l'ai dit, j'ai de compte à rendre à personne dans ce que je fais. Donc l'anonymat, il est là pour ça, parce qu'on doit accomplir notre cheminement en toute sérénité. Vous considérez-vous comme des élus? Sûrement que vous allez répondre que non. Peut-on rester humble lorsqu'on a des pouvoirs que vous prétendez détenir? Vous allez dire que oui, bien sûr. Excusez de répondre à votre place à force de vous entendre. Mais bon, répondez quand même à scène. Excusez. Voilà. Non, alors je me considère pas comme un élu. Dans le sens où, de toute façon, c'est quelque chose qui fait partie de nous, finalement, il n'y a pas vraiment d'élection, il n'y a pas un Dieu qui arrive en disant, tu as tous ces pouvoirs, toutes ces possibilités et tout. Non, il y a un travail à faire, en tout cas pour ma part, pour comprendre, pour expérimenter, pour obtenir certaines capacités, pour les vérifier, pour aider, pour protéger. Donc, je ne suis pas du tout élu. Tout simplement parce que j'ai tellement travaillé que je continue de travailler que si j'avais été élu, je pense que ça aurait été plus simple. Ça, c'est pour la première réponse. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut rester humble avec ses pouvoirs? Je dirais que à force de progresser, on peut que être humble. En tout cas, dans ma démarche, et du fait que je sois extrêmement curieux, à chaque fois que j'apprends quelque chose,
même que je maîtrise quelque chose, eh bien, il y a 10 nouvelles choses à apprendre et à comprendre. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Donc on peut que être humble, mais c'est pas par volonté, il faut être humble parce que c'est sur la voie et tout. C'est un état de fait. Plus on avance, plus on progresse, plus on se rend compte que on est encore, même si on se dit le chemin, je le parcours bien, quand on regarde derrière nous, on a bien avancé, mais c'est comme si ça se distendait devant et qu'on se dit mais il y aura de plus en plus, de plus en plus. Alors on peut prendre peur, on peut se dire à quoi bon, mais finalement c'est une richesse constante qui nous... Après il faut avoir cette passion-là de vouloir toujours continuer, il faut que ça nous anime, mais ça nous pousse à encore aller plus loin. Et du coup il n'y a plus de cette notion de je suis humble, c'est un état de fait. Par contre, on va savoir qui on est, on va être conscient de notre état, on va être conscient de nos connaissances, on ne va pas se dévaloriser, on va être fier parfois de nos réussites, mais on ne va pas, l'idée en tout cas est de ne pas avoir la grosse tête, parce qu'il n'y a aucune raison en fait. Je vais avoir une réponse un tout petit peu différente de toi, Assem, un tout petit peu différente. Je dirais que tout dépend de la définition que vous donnez à élu. Alors c'est sûr que si par élu vous pensez à des gars qui se prennent pour des demi-dieux en pensant que tout leur est dû et qu'ils sont omnipotents, bah non, évidemment que non. Pour le coup là, la réponse elle est évidente. Néanmoins, je voue mon existence entière à la charge qui m'a été confiée, à observer fidèlement l'équilibre en toutes circonstances. Absolument toutes circonstances. L'épisode où j'ai parlé de l'accident de mon fils en est une preuve. Honnêtement, je vous dis aujourd'hui, Michel, chaque souffle, chaque battement de mon cœur, chaque seconde, je le voue à la voie, à l'équilibre, et je sais que ce sera jusqu'au moment de ma mort physique. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. J'ai œuvré à un travail introspectif, sans compromis, depuis l'âge de 12 ans. Bon, à l'âge de 12 ans, j'ai dû faire des compromis quand même, je pense. Mais petit à petit, j'ai fait de moins en moins de compromis. J'ai passé toutes les épreuves qu'on m'a données à passer. Toutes. Toutes les nuits. Depuis que je suis en mesure de le faire, comme je vous l'ai dit, j'ai participé à nettoyer les écuries d'Augias. Je regarde en face les plus grandes atrocités que l'humanité se fait à elle-même. Et je peux vous assurer que notre époque, soi-disant politiquement correcte, est vraiment particulièrement gratinée pour sa Savilia. C'est monstrueux, tout simplement monstrueux. Et je regarde aussi toutes les plus grandes réalisations, les plus grands espoirs pour le monde qui est à naître, dans l'optique de l'émancipation de l'humanité. Je porte cela sur moi, en permanence, tout le temps. Si pour vous, ça correspond à être un élu, alors oui, ok, j'en suis un. Mais passer cette question, personnellement, je me fous totalement de savoir si je suis un élu ou pas. C'est pas mon problème. Se poser la question, c'est déjà s'alourdir d'une question inutile, d'un doute qui n'a aucun sens, et moi, je n'ai pas ce luxe de m'alourdir. Ça n'est pas possible. Donc, je ne me pose même pas la question, je m'en fiche. Ensuite, pour répondre à la question de l'humilité, ça c'est une vaste question, l'humilité. La définition que j'en donne aujourd'hui, pour moi, on est humble quand on a trouvé sa juste place dans l'univers. Quelle est sa juste place dans l'univers ? Quand on l'a trouvée, on sait que c'est sa juste place. Et une fois qu'on l'a trouvée, on devient immobile. On arrête de pousser les autres en disant « Dis donc, tu pourrais pas te pousser un petit peu pour que je puisse essayer ta place, histoire de voir si ça serait pas la mienne par hasard ?» Et puis, bizarrement, avec tout ce que je vous ai expliqué, raconté, j'ai jamais encore vu quelqu'un qui voulait ma place. Donc, je suis un initié. Ça, c'est certain. Et je suis un serviteur. Ça aussi, c'est certain. Et donc, je connais ma juste place. Parfois, je donne, parfois, je prends. Parfois, je sauve, et parfois, je tranche. Mais toujours, je suis en équilibre. Je vais vous dire, Michel, s'il est juste aujourd'hui que vous preniez ma place, ma charge, si les anciens considèrent qu'aujourd'hui, là, à ce moment, vous rempliriez mieux cette charge que moi, alors, mais qu'elle vous échoue à l'instant. Parce que je ne nourris aucune jalousie envers cette charge, je ne souhaite
qu'elle soit remplie que par la personne la mieux placée pour qu'elle agisse. Et si quelqu'un est mieux placé que moi, alors qu'il l'est à l'instant. En revanche, si ce n'est pas votre place, ne la convoitez pas pour votre salut. Parce que ma place est un siège périlleux.